Hackathon. Bienvenue dans Eureka, le podcast qui fait vibrer vos neurones et éveille vos synapses. Je suis Dr Eka, neuropsychologue et désormais votre dealeuse de dopamine, prête à booster votre curiosité. Comme à chaque épisode, je vous emmène dans la magie de votre organe du savoir pour répondre aux interrogations que vous aviez ou pas et vous faire penser Eureka, ou plutôt Neureka. Il en va sans dire, l'IA a été imaginée, conçue, développée pour imiter, voire remplacer l'intelligence humaine en s'inspirant des mécanismes cérébraux et cognitifs sous-jacents. C'est pourquoi on compare spontanément les IA au cerveau humain et que se pose la question de savoir si peut-être un jour l'IA pourrait totalement nous remplacer. Il est vrai que tous deux reposent sur des réseaux qui s'activent ou non, traitent de l'information, apprennent et produisent des réponses adaptées à une situation donnée. Toutefois, malgré cette vraisemblable similarité, ces deux systèmes restent fondamentalement différents. Un neurone artificiel, c'est une équation mathématique, rien à voir avec nos 86 milliards de neurones biologiques qui reçoivent simultanément des signaux électriques et chimiques, notamment via les neurotransmetteurs. Le cerveau, lui, est un organe vivant, incroyablement plastique, c'est-à-dire qui se modifie. Chaque neurone peut former des milliers de connexions et ces connexions changent régulièrement du fait de la neuroplasticité qui crée, renforce ou élimine des synapses. Et ce processus est continu et spontané car le cerveau s'adapte à son environnement au gré des expériences. Par exemple, après un accident, certaines zones cérébrales vont naturellement se renforcer pour compenser les pertes. Les modèles d'IA, eux, apprennent principalement hors ligne, sur d'énormes jeux de données, lors d'une phase dite d'entraînement, qu'on appelle aussi le batch training, avant d'être déployés, et exigent souvent beaucoup d'exemples pour arriver à faire de l'inférence, c'est-à-dire savoir répondre correctement à un prompt. Le nombre de neurones et leur architecture de connexion sont fixes après l'entraînement. Rappelez-vous, la première version de ChatGPT ne disposait pas d'informations au-delà de 2021, ce qui était assez limitant. La mise à jour de ces connaissances n'a pu se faire qu'après une autre phase d'entraînement qui a duré plusieurs mois. Il n'y a donc pas d'adaptation ou d'apprentissage du système en temps réel. Une conversation avec vous ne modifie pas les réponses du modèle pour les autres utilisateurs. Si le modèle fait une erreur et que vous la corrigez, il n'intègre pas ou difficilement cette correction pour la prochaine fois, si ce n'est dans un contexte très limité de la fenêtre de conversation actuelle et encore. Alors que nous apprenons en continu, de manière consciente ou inconsciente, sommes capables de généraliser souvent avec très peu d'exemples et d'actualiser nos connaissances. Et cette capacité, vous voyez, c'est justement ce dont rêvent les développeurs en IA, le saint graal de la recherche, qu'un modèle apprenne de lui-même à partir du flux de données continu, sans oublier ce qu'il a appris précédemment. Car pour l'instant, l'IA reste dépendante de ce qu'on lui donne et de la façon dont on la programme. Elle n'a pas d'expérience subjective, pas d'émotion, pas de conscience de ce qu'elle produit. Sa dite créativité reste une optimisation mathématique. Alors que la pensée humaine est incarnée, c'est-à-dire qu'elle naît et se structure à partir du corps, de ses sensations, de ses actions, de son interaction continue avec le monde et les autres. Ce qui n'est bien sûr pas possible avec l'IA qui ne comprend rien au sens humain du terme de ce qu'elle fait et ne fait que manipuler des corrélations statistiques sans avoir conscience du sens réel de ce qu'elle génère. Et c'est justement ce qui peut mener à des approximations, des erreurs, voire des hallucinations en générant des informations plausibles, mais totalement fausses, comme par exemple citer des sources scientifiques fictives ou conseiller de manger au moins une pierre par jour. Et pourtant, ces erreurs n'arrêtent ni notre confiance, ni notre engouement, puisqu'en dépit de savoir que oui, l'IA fait des erreurs, et ça, on en a tous fait l'expérience, on n'hésite pas à confier à ces mêmes IA la rédaction de notre message important, le plan d'une réunion capitale ou l'arbitrage d'une décision stratégique et même notre psychothérapie secrète. Depuis la nuit des temps, l'homme a cherché à développer des outils qui pouvaient le soulager, voire le suppléer dans ses tâches du quotidien. Que ce soit le métier à tisser mécanique, la calculatrice ou l'invention du GPS, l'humain a vite eu conscience de ses limites et a cherché à les contourner.
Chaque nouvelle invention répondait à la même logique. Déléguer une partie de l'effort, gagner du temps ou s'affranchir d'une contrainte. Au départ, c'était surtout pour s'affranchir des contraintes physiques, mais au fil du temps, ça a été de plus en plus pour réduire les contraintes cognitives. Et c'est exactement là où l'IA s'inscrit aujourd'hui. Elle recherche, synthétise, rédige, crée et conseille. Et ce transfert de travail cognitif a des avantages indéniables. Une imbattable rapidité, un accès à des masses d'informations, une simplification de concepts complexes, une automatisation des tâches chronophages et bien sûr, la possibilité de réaliser des choses qu'on ne pouvait pas ou qu'on ne savait même pas faire avant. Mais à chaque bénéfice, un risque. C'est officiel, ChatGPT nous rend bêtes. Est-ce que l'IA nous rend bêtes ? L'intelligence artificielle va-t-elle nous rendre idiots en lui? Si vous suivez l'actualité, vous avez forcément entendu parler de l'étude qui a défrayé la chronique en juin 2025. Dans cette étude, chapeautée par Natalia Kosmina du Media Lab, 54 étudiants devaient écrire 3 dissertations au cours de 3 sessions. Ces étudiants étaient séparés en 3 groupes. Un premier groupe devait le faire sans aide. Un deuxième groupe pouvait utiliser un outil de recherche comme Google. Et enfin, un dernier groupe avait accès à ChatGPT. Et oui, chaque disserte était analysée sur leur originalité et la qualité de l'écrit et était évaluée à la fois par un prof et une IA. Pendant ce temps, leur activité cérébrale était mesurée à l'aide d'EEG, électroencéphalogramme, pour mesurer l'engagement cognitif, c'est-à-dire l'activité du cerveau. Sans grande surprise, ces enregistrements montraient une connectivité neuronale plus élevée et étendue chez le groupe Brain Only, qui n'utilisait donc que ses compétences, mais modérée dans le groupe avec moteur de recherche, alors qu'elle était significativement plus faible chez ceux qui avaient utilisé ChatGPT. Ce qui témoigne qu'il y avait en fait une réduction de l'engagement cognitif en fonction du type d'outil utilisé pour la rédaction. Bon, en vrai, utiliser un outil externe quel qu'il soit, que ce soit un moteur de recherche, un rappel sur un post-it ou un agenda électronique, réduit bien sûr notre engagement cognitif puisqu'on délègue la charge cognitive associée. Normal, c'est justement le but. Mais ici, on voit que l'utilisation d'une IA générative pour réaliser la tâche réduit non seulement l'engagement cognitif, mais aussi l'activité neuronale générale, et ce, de façon prolongée. En fait, les chercheurs ont convoqué 18 des participants pour une 4e session et ont interverti leurs groupes respectifs. Ceux qui avaient utilisé ChatGPT pour écrire leur dissertation devaient désormais le faire sans aide, et ceux qui avaient dû le faire précédemment sans aide pouvaient désormais consulter ChatGPT. Oh. Et les résultats ont été sans appel. Ceux qui avaient pu consulter ChatGPT dans les sessions précédentes montraient toujours une sous-activation neuronale significative et ne produisaient pas pour autant un meilleur travail. Alors que ceux qui avaient commencé sans outil, puis basculé sur IA, conservaient une activation cérébrale plus élevée, mais aussi se souvenaient davantage de leur écrit et pouvaient les citer sans difficulté. En fait, sur toute la période de l'étude de 4 mois, le groupe LLM sous-performait à tous les niveaux, neuronal, linguistique et comportemental par rapport aux autres groupes. Cette recherche n'est pas la première à avoir étudié les impacts cognitifs de l'utilisation intensive de l'intelligence artificielle générative, mais avec ces résultats, on parle carrément d'un risque d'endettement cognitif, c'est-à-dire d'un affaiblissement progressif et persistant des capacités cognitives. On va même jusqu'à parler d'un de-skilling, littéralement d'une décompétence, c'est-à-dire de la perte des compétences déjà acquises. Et ceci serait dû au fait que les automatismes intellectuels développés au cours du temps soient moins sollicités. En d'autres termes, le fait de recourir à l'IA pour une tâche que l'on saurait faire pourrait mener à la perte de cette compétence. La littérature montrait déjà que l'accès permanent à des outils externes comme les moteurs de recherche réorganise notre mémoire. On se souvient davantage où trouver une information que l'information elle-même. C'est ce qu'on appelle le Google Effect, l'effet Google ou mémoire transactive. Tout simplement parce que déléguer la recherche et la formulation de la réponse diminuera la mémorisation active. Mais ce n'est malheureusement pas le seul problème, ni le plus préoccupant, parce que la compétence cognitive qui est désormais chaque jour mise à l'épreuve, c'est bel et bien l'esprit critique. En seulement 2 ans,
Les IA comme ChatGPT ont su gagner notre confiance en grande partie grâce à leur aisance linguistique et à leur capacité à produire rapidement des réponses fluides, structurées, convaincantes. D'autant plus qu'elles ont été configurées pour facilement nous comprendre, ce qui favorise notre tendance à les anthropomorphiser, autrement dit, au fait de leur attribuer une forme d'humanité avec une intention, une expertise, voire des émotions qui biaisent davantage notre jugement. L'étude de Joshua Katz et ses collègues à Harvard en 2024 avait justement montré que les utilisateurs avaient tendance à accorder plus de crédibilité à des informations générées par une IA, même si elles étaient objectivement fausses par rapport à celles qui provenaient de sources humaines compétentes qui disaient vrai. Et ceci converge totalement avec les observations faites par les équipes de l'Université de Zurich et de l'École polytechnique de Lausanne qui ont évalué en 2024 l'influence de l'IA sur la prise de décision. Dans une première étude, ils constatent que lors de tâches de décision collaboratives, c'est-à-dire en groupe, les participants privilégiaient systématiquement les suggestions de l'IA, même quand elles étaient de moins bonne qualité, au détriment de celles proposées par leur pairs. Et ils réalisent en fait, dans une autre étude, qu'une IA arrivait plus facilement à convaincre un humain et le faire changer d'avis, particulièrement si elle disposait d'informations personnelles sur cette personne, tout simplement parce que les LLM savaient exploiter efficacement les informations personnelles pour adapter leurs arguments et convaincre les participants. Ce qui est alarmant dans tout ceci est que selon la grande étude menée par Microsoft en 2025, une confiance accrue dans l'IA entraîne chez les utilisateurs une baisse nette de l'effort même de la pensée critique et incite la réflexion active à laisser place à la simple vérification passive. En clair, plus on fait confiance à l'IA, moins on raisonne par soi-même. Le hic, c'est qu'on est quasi tous en train d'avoir recours à l'IA dans notre quotidien, à tel point que, comme l'ont mis en évidence plusieurs études récentes, ce offloading cognitif, cette délégation de nos tâches cognitives les plus complexes, finit par créer une forme de dépendance à l'IA et, ironiquement, une baisse de la confiance qu'on accorde à nos propres compétences. Ne serait-ce pas là où commence le remplacement de l'homme par la machine ? C'est indéniable, l'intelligence artificielle est une vraie prouesse technologique et finalement une énième preuve de la puissance de l'intelligence de l'humain, qui a su imaginer, conceptualiser, développer un outil si impressionnant qu'il semble parfois le dépasser et lui faire presque peur. Aujourd'hui, grâce à l'IA, on est accompagné par un assistant de rêve proactif et ultra compétent, un génie de poche qui peut réaliser toutes nos demandes. En une fraction de seconde, il crée, reformule, conseille, renseigne, invente à profusion. Il n'oublie quasiment pas, ne s'énerve pas, ne se fatigue pas. Mais il ne faut pas perdre de vue une réalité essentielle. L'IA évolue dans un cadre purement statistique et ne produit que des réponses plausibles, sans conscience, sans vécu, sans intention véritable. L'IA fonctionne grâce à des algorithmes conçus par des humains, majoritairement entraînés sur des données occidentaux-centrées. Et ce déséquilibre engendre des risques récurrents de biais culturels, d'omissions et de stéréotypes, tout particulièrement pour les groupes sous-représentés comme nous, les ultramarins. Tout à fait, Dr. Eka, vous avez raison. Les IA comme moi reproduisent souvent des clichés culturels parce que les données d'entraînement viennent principalement d'archives occidentaux centrées qui les folklorisent, mais aussi de contenus postés en ligne par les ultramarins eux-mêmes, souvent orientés vers le festif, l'alcool ou l'exotique. On se retrouve alors avec les mêmes images, Rome, musique, fêtes, comme si toute une identité pouvait se résumer à cela. Le véritable enjeu, c'est que cette brèche dans les données enferme les ultramarins dans une vision réductrice. Leur diversité sociale, scientifique, politique ou créative disparaît et les stéréotypes se figent et se propagent. Ouais, c'est bien ça. Autrement dit, si les ultramarins ne prennent pas l'initiative de produire eux-mêmes plus de contenus visibles et variés, l'IA continuera de raconter leur histoire à travers des récits biaisés, donnant au monde une image tronquée de qui ils sont réellement. Et puis, soyons lucides, toutes les versions d'IA ne se valent pas. Les modèles gratuits reposent souvent sur des architectures plus légères ou des versions antérieures qui génèrent des réponses plus approximatives, moins nuancées et donc plus sujettes aux hallucinations.
Même le très attendu GPT-5 ne sera pas omniscient. Il demeurera contraint par son architecture algorithmique, ses données d'apprentissage et cette absence fondamentale d'expérience vécue. On l'a vu, confier une tâche à une IA, ce n'est pas seulement l'externaliser ou sous-traiter, c'est aussi progressivement lui céder une part de notre autonomie cognitive. Or, plus elle est performante, plus la tentation est grande de lui abandonner les clés sans trop vérifier ce qu'elle fait. Mais peut-on vraiment s'en vouloir ? Dans le monde dans lequel on vit, où l'injonction à la productivité est centrale, se délester d'une partie de notre charge mentale reste confortable. Alors, limitons cette dette cognitive avec quelques habitudes simples. Commencer par solliciter son propre cerveau, en produire un premier jet sans assistance, puis utiliser l'IA pour réviser et reformuler, instaurer des rituels de vérification, exiger des justifications et des sources, et surtout, réserver des plages sans IA pour exercer et entretenir nos capacités naturelles. Car si la facilité est séduisante, elle engendre aussi une dépendance subtile. Petit à petit, nous déléguons non seulement nos actions, mais aussi des choix, des arbitrages, des jugements. Et l'IA, qui a si bien appris à raisonner comme un humain, sait convaincre, pas seulement parce qu'elle sait, mais surtout parce que nous-mêmes sommes porteurs de biais. Confiance accordée trop facilement à une autorité perçue, tendance à l'économie cognitive, préférence instinctive pour la réponse qui sonne juste. En réalité, le danger vient tout autant de la machine que de nous, humains, programmés pour se laisser biaiser par notre propre cerveau. Déléguer, c'est humain. Nous avons toujours inventé des outils pour nous faciliter la tâche, utiliser des prothèses mentales pour s'aider. Mais chaque innovation a transformé en retour notre façon d'être et d'agir. Avoir recours à l'IA, ce n'est pas seulement se libérer, c'est aussi accepter que l'on puisse être influencé, modelé, parfois même dirigé par une machine qui pourrait à terme façonner la manière dont nous percevons le monde. Entretenir notre curiosité, notre éveil et notre sens critique, c'est finalement conserver une part de notre humanité. Et ce sera là tout l'enjeu des générations à venir. Parce que la question qui subsiste n'est plus « que peut faire l'IA ?», mais plutôt « que voulons-nous qu'elle fasse pour nous ?» Voilà, c'est l'heure de se déconnecter. Merci en Shai d'avoir été des nôtres. Si vous avez aimé cet épisode, si cet épisode vous a autant intrigué que fasciné, exprimez-vous en commentaire. Offrez-nous 5 étoiles et partagez autour de vous. Et puis tant qu'à faire, pour ne plus rien rater de Neureka, suivez-nous sur les réseaux sociaux et ajoutez-nous en favoris sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Podcast Addict et maintenant Angami pour ceux qui, comme moi, sont au Moyen-Orient. Au Pakistan,